Bonjour à vous les sixièmes. Je vais faire une petite vidéo assez courte aujourd'hui pour deux choses. Un, pour la méthode par rapport au travail que je vous ai donné sur les Hébreux, vous expliquer un petit peu plus en détail comment il aurait fallu faire et donc vous apporter quelques points de méthode. Et puis deux, aussi vous parler un peu d'histoire, de la différence entre l'histoire et la croyance, entre l'histoire et la mythologie, entre l'histoire et la religion, et comment faire bien attention à ne pas tout mélanger, ce qui est le plus important en sixième. Alors, pour commencer, je vous ai mis pour illustrer ce cours, en quelque sorte, une gravure. Ça s'appelle une gravure. On voit, bon, c'est écrit en allemand, en dessous, c'est l'Exode, c'est-à-dire un des livres de la Torah, et qui nous raconte une histoire que vous connaissez peut-être. Eh bien, c'est l'histoire de l'Arche d'Alliance. Vous savez que Moïse, il a, selon la Bible hébraïque, ramené son peuple qui était en esclavage en Égypte, qui était là esclavagisés, il les a libérés, il les a ramenés dans ce qu'on appelle, dans ce que les Hébreux appellent la terre promise, c'est-à-dire la terre promise par Dieu, c'est-à-dire le pays de Canaan, ou la région de Canaan. Et puis, alors il y a toute une histoire, il y a des aventures, il y a plein de choses qui se passent, et puis à un moment, vous savez, Moïse reçoit de Dieu les 10 commandements, c'est-à-dire les 10, ce qu'on appelle le Pentateuque, les 10 commandements, c'est les 10 choses qu'il faut faire et ne pas faire. Par exemple, tu ne tueras pas, tu respecteras ton père et ta mère. Voilà, il y a 10 commandements et ces 10 commandements sont gravés sur des tablettes et ces tablettes sont mises dans un coffre en bois qu'on appelle l'Arche d'Alliance. Et nous raconte l'Exode, donc nous raconte la Bible hébraïque, ces 10 commandements enfermés dans le coffre de l'Arche d'Alliance et portés par les Hébreux permet, par une espèce de pouvoir magique, par une espèce de pouvoir divin, de vaincre tous les ennemis des Hébreux. C'est comme ça que les Hébreux entrent en Canaan et peuvent défaire leurs ennemis, alors qu'ils sont plus faibles. Bon, tout ça, on le sait depuis quelques années, pas si longtemps que ça. L'archéologie, grâce à l'archéologie, on sait que non, les Hébreux n'étaient pas en Égypte, n'étaient pas esclaves en Égypte, qu'ils étaient déjà en Canaan, que c'était le peuple qui vivait déjà là, d'ailleurs très pauvrement, avec des maisons très simples, plutôt des cabanes. Tout ça, ce sont les archéologues qui nous l'ont dit, mais c'est assez récent, si vous voulez. Comprenez bien une chose, c'est que pendant longtemps, les historiens, même les historiens les plus sérieux, ont pris la Bible un peu comme une source historique. Ils sont partis du principe que ces histoires d'Exode, de Moïse, ces histoires de rois hébreux, David, Salomon, qui ont bâti le temple, etc., tout ce qui était dans la Bible hébraïque, enfin une partie de ce qui était dedans, était vrai, que c'était l'histoire et que donc c'était la base de ce qu'il fallait connaître pour comprendre l'histoire des Hébreux et du monothéisme juif. Et c'est depuis peu, grâce aux archéologues, grâce en particulier à quelques archéologues juifs qui ont produit des travaux il y a une dizaine d'années, un peu plus, très importants, on sait que non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça, et que la Bible hébraïque, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des sources, qui ne sont pas vérifiées par l'archéologie. Donc vous aussi, comprenez bien ça. Imaginez, si les historiens ont pu se tromper pendant longtemps, imaginez-vous. C'est difficile. Je vais vous donner un exemple. En 2007, avant 2007, il y avait ce qu'on appelle les anciens programmes. Et dans les anciens programmes d'histoire, de collège, on parlait des Hébreux. Et le début du chapitre, je m'en souviens, le début du chapitre, c'était l'histoire d'Abraham. Les professeurs d'histoire racontaient au sixième l'histoire d'Abraham, son départ de Ur, son alliance avec Dieu, etc. Et puis en 2007, on a dit mais non, pas du tout, on peut pas commencer par là. Là, on commence par le mythe, il faut commencer par l'histoire. Sinon, nous aussi, on dit aux élèves de pas confondre et nous-mêmes on confond. Et c'est comme ça que les programmes ont changé sur ce point-là. Donc voilà, une petite introduction pour vous faire comprendre la différence, vraiment, à quel point il faut être vigilant à bien faire la différence entre ce qui est le mythe et ce qui est l'histoire. Alors maintenant, sur le travail en lui-même que vous deviez faire, présentez en quelques phrases ce que vous avez appris sur l'histoire des Hébreux au premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est un travail difficile parce qu'il y a peu de consignes. On vous dit simplement présenter. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, présenter en quelques phrases ce que vous avez appris?
c'est que vous devez me raconter à nouveau l'histoire que je vous ai racontée pour que je puisse vérifier que vous l'avez comprise et que vous êtes capable, bien sûr, aussi de séparer le mythe de l'histoire. Alors quand vous avez un travail comme ça à faire, qui est difficile parce que c'est long à écrire et qu'il y a peu de consignes, il n'y a pas beaucoup de conseils et d'aides, vous commencez d'abord par relire votre cours. Et comme je vous l'ai dit au début de l'année, c'est toujours valable, et ça sera toujours valable en 5e et en 4e et en 3e. Quand on lit son cours, on se pose des questions simples. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Alors le comment et le pourquoi, c'est un peu plus difficile, surtout le pourquoi, mais le qui, le quoi, le où et le quand, vous devez vous les poser ces questions-là au moins. Monsieur Couture, il me parle de qui, ça se passe où, ça se passe quand, et ça parle de quoi. Bon, si vous êtes capable de répondre à cette question simple, c'est déjà que vous savez votre cours. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez lu, relu, et que vous vous êtes posé ces questions-là, on ferme tout. Écran, cahier, on éteint tout, on ferme tout, et on se met devant sa feuille, ou devant son cahier, la page blanche du cahier, pour écrire. Et puis, pour ne pas être bloqué dès le départ, on fait toujours la même chose, on introduit son histoire avec le qui, le quand et le où. On parle de qui, c'est quand et c'est où. En histoire, le quand est obligatoire, vous devez absolument dire quand ça se passe. Et pour ça, il faut être capable d'écrire les dates et les siècles correctement, et pas se tromper. Donc ici, dans notre exemple, les Hébreux sont un peuple de l'Orient ancien, voilà, j'ai répondu au qui. Vivant dans le pays de Canaan, j'ai répondu au où. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, j'ai répondu au quand. Et j'ai cadré. J'ai cadré mon récit, j'ai donné les éléments de base qui me permettent ensuite de raconter mon histoire. Mais si j'ai pas au moins ces éléments-là, si je sais pas de qui je parle, où ça se passe ou quand ça se passe, vous sentez bien qu'il manque quelque chose. Pensez toujours quand vous racontez l'histoire, imaginez que vous racontez l'histoire à votre petit frère ou à votre petite sœur. Il faut être le plus précis possible et le plus complet possible. Et pour ça, il faut être bien sûr, et en même temps rester simple, être capable de savoir de qui on parle, de quand ça se passe et de où ça se passe. Alors, ensuite, je vais pas faire la correction complète aujourd'hui parce que c'est un peu long. Et là, le but c'est de vous donner quelques points de méthode importantes. Vous allez raconter l'histoire. Ensuite, sans vous perdre dans des détails. Attention, je vous donne un exemple. Certains m'ont donné les noms des rois assyriens et babyloniens. Ça, c'est inutile. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des détails trop précis. Vous devez raconter de façon courte en 6e, et donc pour ça, il y a plein de choses qu'on va pas dire. Sinon, on va écrire 3 pages et ça va être trop long. Et deuxième chose, on sépare les grandes idées en paragraphes. Alors, le paragraphe, je vais en parler après. Question simple, le point numéro 5, je prends soin de distinguer l'histoire de la croyance, que je vous ai dit, et quand vous parlez de croyance, vous utilisez le conditionnel. Exemple, alors je reprends ma première phrase, et premier paragraphe, les Hébreux sont un peuple de l'Orient ancien vivant dans le pays de Canaan au 8e siècle avant Jésus-Christ. En histoire, je peux utiliser le présent. C'est pas la peine d'utiliser le passé composé, l'imparfait ou le passé simple. Et en revanche, quand je parle du mythe, comme ce n'est pas vérifié, comme ce n'est pas sûr, comme ce n'est pas une connaissance historique, là j'utilise le conditionnel. Et je dis d'après qui, d'après quoi? Selon la Bible hébraïque, ils sont les descendants d'Abraham qui auraient fait une alliance avec le Dieu Yahvé. Parce que si je dis qui a fait une alliance avec le Dieu Yahvé, il y a quelque chose d'un peu bizarre. On a l'impression que vous êtes en train de me raconter quelque chose qui n'est pas sûr et vous me dites que c'est sûr. De même, j'aurais pu écrire selon la Bible hébraïque, ils seraient les conditionnels, les descendants d'Abraham. Mais là, comme je dis selon la Bible hébraïque, je peux utiliser le présent, c'est pas grave, puisque je précise bien que c'est la Bible hébraïque qui le dit. Voilà.
Ensuite, le plus important, c'est ce que pas mal d'entre vous ont oublié, c'est le plus important justement, c'est pourquoi est-ce qu'on raconte toute cette histoire. C'est la différence avec l'histoire que vous racontez, le conte que vous racontez à votre petit frère ou votre petite sœur, ou que vos parents vous racontent. En histoire, on raconte pas des histoires pour se faire plaisir, on raconte des histoires pour réexpliquer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fallait expliquer dans notre histoire des Hébreux? Parce que les Hébreux, finalement, c'est quoi? C'est un petit peuple de l'Orient ancien, tout à fait pauvre et peu nombreux, beaucoup moins puissant, beaucoup moins fort que les Assyriens ou les Babyloniens ou les Égyptiens. Mais pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire des Hébreux? Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants finalement, ces Hébreux? Parce qu'ils sont à l'origine du monothéisme, c'est eux qui sont à l'origine du premier monothéisme. Et ce premier monothéisme sera suivi par d'autres monothéismes que vous connaissez, qui sont l'un le monothéisme chrétien et l'autre le monothéisme musulman. Mais c'est eux qui sont à l'origine du premier monothéisme. Je vous rappelle que dans l'Antiquité, tous les peuples, à l'exception des Hébreux, croient en plusieurs dieux. Jupiter, Zeus, Athéna, etc., Baal, Asherah. Mais pour la première fois, un petit peuple, sans grande importance, pas du tout riche et pas du tout puissant, et ce petit peuple est à l'origine, à travers quelques circonstances historiques, est à l'origine du premier monothéisme de l'histoire. Ça faut le dire, et il faut le dire à la fin. Donc comment ça se passe? 1. Je cadre mon histoire, le qui, le quoi, le quand et le où. 2. Je vais raconter mon histoire en séparant mes différentes idées par des paragraphes. À chaque fois que je change de paragraphe, je vais à la ligne. Dans l'idéal, le mieux, à chaque fois que vous commencez un nouveau paragraphe, vous faites un retrait de 3 ou 4 carreaux. Ça veut dire que vous écrivez 3 ou 4 carreaux après la marge. Et là, vous voyez, vous avez un texte bien clair, bien présenté, et on voit tout de suite, grâce à vos paragraphes, la structure de votre travail. Et donc là, vous allez raconter cette histoire avec Josias, avec les invasions, la destruction des royaumes de Juda et d'Israël, etc. Bon, je reviens pas sur tout ça parce que je l'ai mis en correction déjà, et c'est dans le cours, je vais pas vous réexpliquer tout ça, mais regardez surtout le dernier paragraphe, la fin. La fin, on va dire l'important, la raison pour laquelle on raconte toute cette histoire nous mène à une chose, l'apparition du premier monothéisme de l'histoire, qu'on appelle aussi, ça je vous le dis, le judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion des Juifs, avec un texte sacré qui est la Bible hébraïque, et cette religion des Juifs est la première dans l'histoire qui est monothéiste. D'accord ? Donc, en conclusion, dernier paragraphe, le plus important, la raison pour laquelle vous racontez toute cette histoire, l'apparition du premier monothéisme. Voilà, donc je résume en 4 points. Donc, une erreur à éviter en histoire, confondre croyances religieuses et ou mythologiques avec la connaissance historique. La connaissance historique, elle est fondée sur des sources. Les sources, elles peuvent être écrites, ça peut être des textes, ça peut être des tablettes, ça peut être des gravures, ça peut être des peintures, des fresques, des statues, toutes sortes de choses qui nous renseignent sur le passé. Et l'historien, il travaille comment? Il croise les sources. Une seule source ne suffit pas, parce que quelqu'un peut mentir. Donc, s'il trouve une source et que, au même moment, mais ailleurs, il trouve une source qui raconte à peu près la même histoire, alors là, oui, on peut considérer que cette histoire est vraie, parce que c'est deux personnes qui racontent quelque chose et qui n'avaient pas de contact entre eux. S'ils racontent cette même chose, alors c'est que c'est vrai. Une source toute seule ne suffit pas, parce que la personne peut mentir. Donc, dans la Bible hébraïque, vous avez plein de sources uniques, des histoires de David, de Salomon. Les archéologues sont allés chercher les palais des rois hébreux, David, Salomon, sont allés chercher des traces de tout ça. Ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé de palais magnifiques. Au contraire, ils ont trouvé des petites cabanes qui montraient qu'il y avait un peuple qui vivait là, mais que c'était un peuple plutôt pauvre et qu'il n'y avait pas de grands palais avec de grands rois. Eh bien, alors, dans ces cas-là,
ces histoires racontées par la Bible hébraïque ne peuvent pas être considérées comme une connaissance historique. Ce sera donc arrangé du côté de la mythologie ou de la religion. D'accord? Donc, pour qu'il y ait connaissance historique, il faut qu'il y ait des sources. Et il faut qu'il y ait plusieurs sources qui se croisent. Sinon, on ne peut pas considérer que c'est une connaissance. Donc, voici le premier point. Le deuxième point, le récit en histoire. Alors, le récit en histoire, on ne raconte pas l'histoire pour se faire plaisir. On ne raconte pas l'histoire comme les parents racontent un conte à leurs enfants. Non, on raconte l'histoire pour expliquer quelque chose d'important. Pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire d'Hébreux? Je vous ai raconté toute cette histoire des Hébreux pour expliquer l'apparition du premier monothéisme. C'est ça qui est important, et s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas appris en 6e l'histoire du peuple hébreu. On aurait parlé peut-être plutôt des Égyptiens ou des Babyloniens, qui étaient un peuple beaucoup plus important à cette époque-là. Non, ce qui est important là, c'est l'apparition du monothéisme, et c'est la raison pour laquelle on parle des Hébreux. Et vous aussi, dans votre texte, ça doit venir à la fin. Ça doit venir au moins à un moment ou à un autre de votre récit. Il faut qu'il y ait l'apparition du monothéisme. Point 3, je pense à cadrer mon récit en répondant aux questions de base, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, et je donne l'élément le plus important, si possible, à la fin. L'important, c'est les questions de base auxquelles vous répondez. Donc, à la fois quand vous révisez, quand vous apprenez une leçon, et quand vous écrivez un récit, il faut les réponses à toutes ces questions, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Qui, quoi, où et quand étant le plus important en 6e. Le comment et le pourquoi étant un peu plus difficile, donc c'est plutôt des choses qu'on fait en 5e, 4e. Et enfin, point numéro 4, je sépare, là encore, ce qui relève de la connaissance historique de ce qui relève de la croyance ou du mythe. Alors, comment je sépare ça quand j'écris? Soit j'utilise le conditionnel, soit je précise au début de ma phrase, selon la Bible hébraïque, selon tel texte, selon tel récit, ou, ça c'est pour le récit mythologique, ou selon l'archéologie. Et là, on a la connaissance historique. Donc c'est avec ces formes de phrases, ces introductions de phrases, que vous séparez, que vous montrez, que vous faites bien la différence entre connaissance historique et croyance. Voilà, je m'arrête là, j'ai fait plus long que ce que je voulais faire, donc je m'arrête tout de suite. Et suivez bien, continuez à bien surveiller OS parce que je vais rajouter des choses, là on va avancer. Bonne journée à vous.